Witam Akademicie Ośmiornicie et bienvenue dans cet épisode 18 de la podcast de Good Manufacturing Podcast. Aujourd'hui, on reçoit un invité sympa, comme je les aime bien, parce qu'il n'a rien à voir avec la choucroute. Ce que je dis n'a aucun sens, mais accrochez-vous, ça va être intéressant. Alors, en plus de Arnaud, le briscard du process mapping, nous avons l'immense honneur de recevoir le très ingénieux Romuald Sobalski. Alors, messieurs, comment allez-vous ? Très bien. Plutôt bien. Après une intro pareille, on peut que aller bien. J'en suis ravi. Bon alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler temps de cycle, supply chain, pilotage, taux de service et profondeur de retard. Bref, accrochez-vous à vos sous-vêtements et fermez la bouche, ça va souffler fort. Alors, tout d'abord, j'ai une petite annonce à faire. Donc, je vais être honnête avec vous. Ce dont on va parler aujourd'hui ici, c'est expérimental et nous cherchons un site pour co-développer complètement notre outil. Donc on a déjà un prototype fonctionnel, mais on cherche quelqu'un pour co-développer un peu plus loin. Donc premier arrivé, premier servi, mais sachez qu'il y a autant à gagner des deux côtés de la table. Bref, si vous êtes intéressé par ce qu'on va vous montrer, n'hésitez pas à vous contacter et vous pouvez monter dans notre bateau. Enfin pour l'instant c'est une barque, mais on aura un beau bateau. Bientôt un hors-bord. Alors, Romuald, mon cher, donc on est partner in crime maintenant un petit peu. Hein. On a programmé quelques outils ensemble. Alors, est-ce que tu peux te présenter et dire un peu ce que tu fais en général ? Avec plaisir. Donc, Romuald Sobalski, je suis spécialisé en supply chain, donc en aérospatial et en défense. J'ai commencé ma carrière avec de la qualité. Donc, j'ai fait quelques années en tant qu'opérateur COFRAC chez EDF, la partie hydraulique. Et après, j'ai repris mes études pour aller aux achats et j'ai fait 10 ans chez Safran. Aïe, 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 les achats. Voilà. Aïe, aïe, Moi, j'aime aïe. bien. Mais c'est intéressant d'avoir les achats quand on a commencé par la qualité parce qu'on voit pas les choses différemment. On sait pas, c'est pas un sou est un sou. Et depuis 2 ans, on a lancé SupplyGraph, donc du coup qui est des outils qui servent les personnes de la supply chain, donc les achats, la qualité, le proc, le commerce, à mieux communiquer entre eux. Et Trop bien. On prévoit de faire 2 choses, dont certaines avec vous. Premier, c'est avoir une cartographie complète de toute la chaîne de valeur. Donc on est en train de le faire en aéronautique, ça marche très fort. Et le deuxième, c'est vraiment de l'excellence opérationnelle, c'est on vient se plugger sur le ERP ou sur le MES pour voir en temps réel où sont, entre guillemets, vos pièces. Où est-ce qu'elles sont bloquées, quels sont les niveaux de stock, etc. Donc c'est quelque chose d'assez similaire avec ce que vous faites vous au niveau de l'académie de la qualité efficace, mais on a 2 approches différentes et 2 connaissances différentes, on va dire. Ça commence à faire sonner des petites cloches intéressantes. Grave. Moi, ça m'amuse. De pièces ou de dossier de l'eau, par exemple. Alors, maintenant qu'on a fait cette introduction intéressante, Arnaud, est-ce que tu peux donc quand on parle justement, quand on parle de temps de cycle, de pilotage, de tout ça, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on constate sur les sites en général par rapport à ça ? Premier point, moi je dirais déjà, le temps de cycle, on le mesure souvent en nombre de jours en moyenne sur l'année, etc. Et en fait, nous, c'est vrai que quand on arrive et qu'on va mesurer les temps de cycle, on va plutôt faire une analyse statistique en boîte à moustache pour voir 25% des lots sont libérés en temps de temps, 25 en temps de temps, 25, qui nous montre un élément super important, c'est la variabilité du temps de cycle. Et en fait, cette variabilité, elle est vraiment importante parce que ça démontre justement un manque de maîtrise du pilotage et du flux avec, je suis sûr que tous les sites connaissent ça, des priorités qui changent tous les jours, que ça soit au niveau de la planification de la prod, au niveau de la libération, etc. Du coup, on passe un temps fou tous les jours à piloter, à replanifier. Et des fois, j'ai même envie de dire à mes clients, arrêtez de planifier en fait. Faites le jour pour le lendemain et basta. Arrêtez de faire la planif pour dans une semaine. De toute façon, vous allez le changer tous les jours. Et donc, cette variabilité, c'est super important. Alors, pour rappel, quand même, le temps de cycle, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va prendre le temps de cycle. Moi, je vais plutôt m'orienter sur la vision
libération des choses, et donc ça serait plutôt entre début de production et libération finale du lot. Après, on pourrait l'étendre à réception de commandes et du coup approvisionnement des matières premières assez, et puis jusqu'à expédition. Mais déjà, concentrons-nous sur fabrication, libération. Et le deuxième point, c'est que en fait, quand on regarde ce temps de cycle-là, et ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours assez interpellé, c'est qu'on met beaucoup d'efforts pour optimiser les temps de production du lean, on fait du SMED, enfin plein de choses autour des temps de production, alors que finalement, le temps de cycle depuis début de production jusqu'à libération, la fabrication, ça va prendre 1-2 jours, et puis toute la libération, ça va prendre 70 jours, quoi. Donc, vaudrait mieux mettre du lean et du SMED, etc., et du Kanban et du pilotage sur le reste, en vrai, parce que si ta production, au lieu de la faire en 1 jour, tu la fais en 1 jour et demi, après, ça peut jouer sur les coûts, l'amortissement, les coûts de main-d'œuvre, etc. Mais en tout cas, à un moment donné, ce qui va nous intéresser, c'est le débit sortant du site, et donc c'est augmenter le nombre de lots qu'on est capable de sortir à la fin de chaque jour. Et quand ton débit il est bloqué par la libération, tu auras beau augmenter la capacité de la production, t'en sortiras pas plus à la fin. Ça va jouer sur le taux d'occupation machine aussi. Enfin, bref. Ouais. Romuald, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? Ça m'évoque pas mal de souvenirs et pas que des bons, on va dire. Je vais vous donner un exemple tout simple là, quand on parlait de la variabilité de la demande. Donc du coup, nous en aéronautique, on est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a énormément de sites qui sont hyper spécialisés. Donc jusque-là, c'est à peu près similaire avec ce que vous connaissez. Mais surtout, on va se retrouver avec entre 8 et 15 étapes de production pour une seule pièce. Donc entre 8 et 15 fournisseurs. Et un des premiers trucs que je regarde quand je suis acheteur, c'est comment est-ce que nous, en tant que client, on se comporte. Est-ce que nous, notre carnet de commandes est variable ou pas? Est-ce qu'on est des bons clients qui demandent de la visibilité, qui sont stables, etc. Ou est-ce qu'on fait des prévisions, on va dire un petit peu nous on appelle ça au cul du camion. Genre, l'industriel, le lundi, il arrive, il ouvre son usine, il y a un camion qui débarque. Bah, si un camion, c'est bien, il regarde ce qu'il y a dedans. Des fois, il est plein, des fois, il est vide. Des fois, on lui demande de faire 2 mois de prod dans l'équivalent de 2 jours. Non, mais ça paraît hallucinant. Mais juste le fait de savoir si nous, en tant que clients, on a un comportement qui est sain vis-à-vis de nos fournisseurs, ça change dramatiquement la capacité du fournisseur à mieux nous servir. Donc là, ça parle quand même beaucoup, cette partie-là. Et le souci, c'est effectivement, on peut tendance à, comme tu le disais Arnaud, à dire on va faire ça au jour le jour. Mais du coup, si on fait au jour le jour, c'est-à-dire que c'est un mode dégradé pour essayer de récupérer un petit peu une bouffée d'air. Mais c'est pas gérable sur le long terme. Ah non, mais c'est clair. Donc, c'est clair. Voilà. Mais c'est ce qui se fait. C'est la différence entre eux. Oui, malheureusement, c'est ce qui se fait. Franchement, c'est fou, quoi. Et alors, donc on voit donc une énorme variabilité du temps de cycle qui fait que finalement le taux de service des clients, il est nul. Il est pas bon. Il est pas bon. Et donc, les clients, ils peuvent avoir leur lot 3 semaines après, ou 6 mois, quoi. Selon le hasard finalement. Celui qui crie le plus fort, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier à ça? Piloter. Anticiper. Piloter, anticiper. Eh bien, mesurer. On va commencer par mesurer. On va commencer par mesurer, et c'est là qu'intervient, notre premier outil de la journée. Après, le temps que tu l'affiches, piloter, c'est important de bien le comprendre, parce que tu peux te dire ouais, mais nous on pilote. Faire une réunion tous les matins pour changer toutes les priorités de la veille, c'est pas piloter ça. Et c'est pas voilà, c'est piloter pour anticiper en fait. Exactement. Donc, ce qu'on avait déjà un petit peu présenté l'autre jour, c'est l'affichage. Donc, où en est mon lot? Donc là, par exemple, je me suis focalisé sur un seul client. Donc, on voit que pour ce client-là, il y a 3 lots en cours. Ce lot-là, il est tout fini. Il n'y a pas de déviation dessus. Il est prêt à être libéré. Et donc, par exemple, ce lot-là ici, on voit que tous les dossiers de lot, ils sont tout bloqués, quoi. Donc, il y a les tests microbiaux qui sont finis. Par contre, les tests physico-chimiques sont encore à faire. Le dossier de l'eau Fab, il est à la QOP. Le dossier de l'eau remplissage IoT KQ. Donc lui, on n'est pas prêt de le voir sortir, surtout qu'ici, on voit qu'il y a une déviation.
Donc après, si on clique sur lequel est en retard, bah voilà, hein, c'est celui-là. Il est en retard. Donc là, on peut très facilement savoir exactement où et quoi. Ensuite, après, on peut le suivre au lot, etc. Et donc, comment on fait pour voir finalement là notre tableau de bord pour les décisions? Eh bien, ici, on voit sur notre écran principal quelle est la valeur qu'on a en stock, quel est le chiffre d'affaires qu'on a libéré à la semaine, le temps moyen, le temps de cycle moyen avec sa variabilité, et ici, combien de dossiers sont dans quel service et lesquels, par exemple ici, lesquels sont là depuis trop longtemps. Voilà, donc là c'est un outil de pilotage assez intéressant qui nous donne la santé finalement de notre process. Arnaud, je sais pas ce que tu veux rajouter quelque Ouais, chose. c'est en fait là ce qu'on voit, c'est le pilotage par les piles. Et c'est tout à fait en lien avec toute la théorie des contraintes, en fait. C'est là où il y a la plus grosse pile. Ça veut dire qu'on a un espèce de goulot et qu'on vient accumuler. Et si on n'a pas aligné la capacité à descendre la pile plus rapidement, en fait, on limite, j'ai envie de dire, tu peux arrêter ta prod pendant 2 semaines que ton site il sortira toujours autant de l'eau à la fin, quoi. Tant que Ouais. t'as pas dégoulotté le goulot qui est après la prod, quoi. Et donc le pilotage par les piles, c'est vachement intéressant parce que tu vois la taille, la montagne à vider à une étape en particulier, et en plus tu peux voir le nombre qui sont en retard, à temps, etc. Mm. Exactement. Et donc, voilà, si il y a une pile qui augmente, et ben ça veut dire que là, tout de suite, il faut aller faire quelque chose dessus, parce que ça va bloquer ça réduit petit à petit le tuyau de sortie. Et ça va complètement ralentir, voire paralyser le site, quoi. Donc Mm. parfois c'est dû à un technicien assurance qualité qui est pas là depuis quelques semaines. Donc là les dossiers s'accumulent par là-bas. Parfois c'est dû à, pour une raison ou pour une autre, on a une augmentation du nombre de déviations sur les lots. Donc là, il y a de plus en plus de lots qui sont bloqués à cause des déviations. Malheureusement, il n'y a pas une capacité infinie de traiter des déviations. Et donc, c'est là où on peut avoir un C'est blocage là où tu des peux lots par des anticiper. déviations. C'est là où tu peux Voilà. anticiper. Tu vois que ta pile, elle augmente, tu as ouvert plein de déviations d'un coup, c'est pas habituel, mais du coup, tu sais que tu vas avoir un problème. Donc, tu peux prendre des décisions de réallouer peut-être plus de capacité à l'investigation pour éviter que ta pile, elle dépasse un seuil critique. Et anticiper, c'est aussi, j'ai entendu sur un site il y a pas longtemps, en l'espace de 2 ou 3 mois, ils ont perdu 80% de leur capacité de libération parce que les pharmaciens sont tous partis. Et ça, tu l'anticipes. Non, mais tu l'anticipes quand tu sais ça, à tes points de pilotage, justement, tu te dis, OK, on va perdre cette capacité. Comment on va réagir par rapport au flux qui va arriver? Donc ici sur cet écran, on peut suivre en temps réel, où et quel lot. Donc avec, pareil, encore une fois, la santé des différents processus qui peut les affecter. Ici, on a le temps de traverser d'un dossier de l'eau une fois la production terminée. Ici, on va avoir le temps d'investigation moyen des anomalies en fonction des différentes semaines. Donc ça, c'est assez intéressant pour voir. C'est pareil, encore une fois, si on voit que ce temps d'investigation moyen augmente, eh bien, ça veut dire qu'on traite de moins en moins on traite les déviations de plus en plus lentement, ce qui fait que ça va ralentir, ça va augmenter notre temps de cycle au final, quoi. Mm. Et ici, pareil, on a on a deux écrans où on peut filtrer, bien sûr, hein, pour savoir exactement où en est le dossier de l'eau. Donc, quand il y a une lumière qui est allumée, ça veut dire que c'est terminé. Donc, tu vois, donc on peut voir ici, par exemple, celui-là, tout le dossier de l'eau ici, tous les dossiers de l'eau sont sortis et terminés. Après, on peut les filtrer par numéro de lot, etc. Et ici, on a les suivis des investigations, donc pour savoir quelle investigation est à faire, donc à quelle étape elle est, et est-ce que c'est en retard ou non. Donc là, Là, avec ces trois... on est sur une vision secteur centralisée, là, du coup. Et Ouais, après, tu peux avoir la vision plus macro site, puis après, tu peux zoomer secteur par secteur. voilà. Trop fort Et ce que donc tu as fait, ici, Romuald. ici, C'est voilà, on sur peut vos conseils, s'intéresser au lot et à l'étape. C'est une collaboration. Ouais. Donc ça c'est un premier. Spartan, non, c'est bon. Donc ça c'est un premier outil. Est-ce que Romuald, tu veux commenter un petit peu là-dessus pour savoir ce que toi tu fais par rapport à ça en aéro?
Oui, juste un point de détail qui est important sur les outils. L'outil que vous voyez là, donc c'est un outil qu'on a fait sur Power BI, donc c'est pratique, ça peut se déployer assez facilement. Mais il y a une contrainte en fait qu'on rencontre assez régulièrement avec ce genre d'outil, c'est qu'est-ce qui se passe quand on veut intégrer d'autres données qui sont pas forcément dans les logiciels. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui peut se gérer avec du SharePoint ou avec ce genre de choses. Mais on a assez souvent, entre guillemets, on arrive assez souvent à des limitations en interne ou d'un point de vue tech pour faire quelque chose de propre. C'est pour ça que généralement on fait beaucoup de prototypage avec Power BI, avec la suite Microsoft, mais après quand il faut passer aux choses sérieuses, ben il faut un vrai logiciel. Donc Mm. là, on va vous montrer un petit peu ce qu'on fait en aéro. Je vais essayer de faire des passerelles entre l'aéro et la pharma. Ce qu'on Et si je ce fais... qu'on a vu, ce qu'on a vu là d'ailleurs, c'est sur Power BI pour l'instant, mais on peut le faire. Enfin, on peut on pourra l'avoir sur un logiciel en dur qui est justement facilement pluggable sur le RP et sur le QMS pour avoir en temps réel les données qui correspondent à la journée, quoi. Mm. C'est exactement ça, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de déployer, donc du coup avec vous, et c'est pour ça qu'on cherche un premier contact en pharma. Mais on est déjà en train de le faire en aéronautique, et ça va même un peu plus loin, donc je vais pas vous spoiler tout, mais sachez que si on arrive à avoir ce niveau de détail sur les opérations, on est capable de, à la maille de la production, ou de la pièce, ou en tout cas du principe actif, évaluer précisément l'impact carbone. Ça, c'est un peu plus Trop loin. bien. On viendra à ça juste après. Et autre chose aussi, comme tu l'as justement précisé, si jamais dans l'ERP, il n'y a pas de granulométrie suffisante pour la gestion du dossier de l'eau, c'est-à-dire que voilà, dans l'ERP, on ne sait pas forcément où en est le dossier de l'eau exactement. On ne sait pas s'il est au TKQ, on ne sait pas si le TKQ a relu et que du coup Mm. c'est parti au pharmacien. Eh bien là, c'est pareil, on peut mettre en place un outil de collecte qui va remplacer les fichiers de gestion Excel tout pourri qu'on utilise, enfin que chacun utilise dans son coin et qui sont pas du tout interconnectés, et qui sont pas à jour du tout, pour en mettre un seul qui va superviser la localisation de l'ensemble des dossiers de l'eau de dossiers de l'eau du site, quoi. Donc grâce à ça, on aura un outil Et centralisé. mon rêve, c'est d'intégrer le système comme à la caisse de Decathlon, là, qui bip automatiquement Ouais. les équipements quand tu les mets dans la caisse, et de faire pareil avec les dossiers de l'eau. Alors, boum, ils rentrent Donc dans on aurait l'armoire. Tic. Donc on aurait des petits codes, enfin des petits stickers qu'on mettrait sur les dossiers de l'eau et les panières. En plus, ça coûte pas cher comme système, hein. Donc si vous voulez Mm. ça, on peut trop le faire. Donc les panières qui sont dans les placards et donc le dossier de l'eau on le prend, pouf, il sort du placard, on sait qu'il est sorti du placard, il rentre dans un autre placard, ping, il est pointé enfin il est planté et il est pointé dans le placard, donc on sait exactement les heures, les jours et les endroits où sont les dossiers de l'eau, quoi. Plus de perte de dossiers de l'eau, plus de recherche de dossiers de l'eau, on sait où ils sont en temps réel. C'est de la folie furieuse. Alors, c'est là où il y a une petite critique j'entends déjà le son des oui, mais nous, on va passer au dossier de l'eau électronique. Alors, Arnaud, je te laisse répondre à cette question. Ouais, le temps que vous passiez au dossier de l'eau électronique, en attendant, vos dossiers, vous savez pas forcément où ils sont et vous les pilotez pas. Voilà. Et un de projet dossier de l'eau électronique, ça peut prendre jusqu'à au moins 3-4 ans. Et en plus, on voit maintenant des sites qui reviennent du dossier de l'eau électronique au dossier de l'eau papier. Parce que pour plusieurs raisons, parce que ça a été mal développé, parce que ça n'a pas mal été conçu ou quoi. Et en tout cas, cette solution de pilotage du dossier de l'eau, elle est rapide à mettre en place, elle est efficace et elle correspond aux besoins maintenant du site, quoi. Mm. Donc ça n'empêche pas de travailler sur le projet de dossier de l'électronique, mais dans tous les cas, ça permettra sur l'année à venir de gagner du temps de cycle et de la gestion hyper facilement, quoi. Petite précision supplémentaire, dans Aéro, avec un de nos clients, on travaille là-dessus. Donc du coup, on fabrique des pièces en aéronautique. Donc tous les petits capteurs dont vous parlez, on les a collés à côté de la pièce. Et donc on a deux choses. On a le dossier de l'électronique et on a la pièce qu'on arrive à suivre comme ça, où en fait on arrive à savoir en temps réel où est-ce qu'elle est. Et ça marche très bien de faire l'interaction entre et la partie électronique et la partie physique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être facilement intégré pour faciliter justement la transition le jour où vous voulez passer au dossier de l'eau électronique. Trop bien. Excellent.
Alors, alors maintenant, je vais faire un petit solo, un petit solo pour introduire la seconde partie. Un autre truc trop marrant qu'on a fait avec Romuald, c'est qu'on a placé sur une carte, donc là c'est encore une fois un prototype, hein, on a placé sur une carte tous les sites de production pharmaceutique qui ont une AMM en France et en Europe, et tous les sites de fabrication d'API qui ont un CEP, un certificat de conformité à la pharmacopée, dans le monde. Et donc, qu'est-ce que ça va nous permettre pourquoi on a fait ça, hein, eh bien, en fait, on a rajouté un petit paquet de données supplémentaires, ce qui fait qu'en un tour de main, on peut savoir où est fabriqué mon produit, quel site et quel pays, si c'est un sous-traitant, pour donner des premiers éléments indiquant l'épaisseur de son bilan carbone. Donc, on sait maintenant, depuis il y a quelques congrès là qui se sont lancés, qui ont balancé un peu la patate, comme quoi d'ici 2026, la prise en compte du bilan carbone dans les appels d'offres va devenir fortement suggérée pour devenir obligatoire. J'ai appris récemment aussi qu'ils vont faire une révision des bonnes pratiques de fabrication pour intégrer une annexe pour la gestion environnementale. Incroyable. Et un peu plus tard, l'AMM sera conditionnée à la soumission, sera conditionné à la publication du bilan, et son renouvellement sera conditionné à la publication du bilan carbone. Donc tout ça arrive, hein. Et donc le fait de pouvoir évaluer un peu rapidement où est fabriqué le médicament et mon produit, ça va pouvoir déjà être utile à nos amis les hôpitaux. Mais ensuite, on pourra faire apparaître tous les acteurs qui utilisent telle ou telle molécule. Et dans le futur, on pourra représenter toute notre chaîne d'approvisionnement, donc avec les API, les excipients, les AC et la fabrication. Et si on couple tout ça avec les données publiques d'historique, de rupture, les futures données des bilans carbone, etc., on aura un outil de malade pour évaluer les risques et les opportunités sur notre supply chain, quoi. Et on pourrait après intégrer justement la performance de supply d'un site avec le temps de cycle, variabilité, blablabla. Donc sachant que le logiciel de l'ami Romuald, qu'on verra peut-être tout à l'heure si on arrive à le projeter, de l'ami Romuald permet à des utilisateurs d'ajouter à façon les données, par exemple, par des utilisateurs externes, on pourra avoir une base de données transversale de visualisation complète du système de santé. Alléluia. Mais attendez, on ne s'arrête pas là parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, Arnaud. Car si vous vous souvenez de ce qu'on vient de présenter juste avant, mais j'espère que vous en souvenez quand même, ça fait 30 secondes. Eh bien oui, on est méga fort, sans vouloir nous faire une douche de fleurs, mais c'est un peu vrai, pour évaluer l'efficacité et la fiabilité de la supply chain d'un site de production et pour livrer in time in full des lots conformes. Et donc bonne nouvelle, si on intègre ça au logiciel, eh bien mesdames et messieurs, par exemple les donneurs d'ordre de génériqueurs, par exemple, ça peut être ultra intéressant pour évaluer et optimiser les sous-traitants CDMO. Donc globalement, hein, si tu as, je sais pas, tu mets tous tes sous-traitants sur la carte, tu sais exactement d'où viennent, tout leurs matières premières, tu vois exactement leur efficacité, leur temps de cycle et surtout la fiabilité de leur temps de cycle sur leur production. Et derrière toi, tu peux coordonner la livraison de tes différents lots sur tes différents endroits. C'est incroyable. Franchement, ça pourrait être le meilleur truc jamais inventé. Enfin bref. Et tout ça, du coup, ça pourrait également être intégré sur notre carte pour fournir, encore une fois, en temps réel, les données d'approvisionnement sur tous les composants de la chaîne. Voilà, c'est une arme de construction massive finalement pour lutter contre les ruptures et avoir des délais de livraison en béton. Et donc voilà, je meurs littéralement chaque jour de ne pas essayer de le faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche en aéro et en plus, je vais vous annoncer en live que on va pouvoir le charger très rapidement sur l'outil et pas sur le Power BI. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Tu peux faire share. Normalement, c'est ta share en bas. Ouais, c'est en cours. Nice. Trop bien. Nice. Voilà. Donc l'outil il ressemble à ça, les bases. Donc vous voyez là, c'est une jolie petite carte avec dessus plein de sites de production. La particularité, ces sites de production, donc du coup, c'est de l'aéronautique et on a la capacité de prod. Donc vous remplacez la capacité de production ici par les principes actifs en pharmacie et on peut faire exactement la même chose.
L'outil est très modulable, hein, on peut faire plusieurs types de panneaux. Donc là, par exemple, on vous montre la partie aéro, mais on s'est aussi amusé, par exemple, à mettre sur l'énergie la liste de toutes les éoliennes de France pour voir un petit peu qui produisait quoi en termes d'électricité et quels étaient les paramètres de l'éolienne. Décidément, il n'aime pas les flux vidéo. Oh, l'accélérateur mental. Voilà. Donc, si on l'a fait pour des éoliennes, on peut le faire pour pas mal de choses, dont des sites pharmaceutiques. Là, il y a un truc que je voulais vous montrer pour revenir justement sur la partie aéro et sur les chaînes d'appro. On a un mode planification, donc du coup, le mode planification, on peut connecter directement sur le RP. Hein. Hop, hop, vous validez, vous chargez une gamme de prod et on va venir visualiser la gamme de prod. Donc là, vous avez la séquence. Imaginez que vous avez la même séquence avec les médicaments. Donc là, vous voyez tout de suite qui fait quoi, à quel moment et à quelle étape de production. Là où ça peut être très fort, si on coupe avec la première partie sur l'excellence opérationnelle, c'est vous avez les informations sur les sites, vous allez avoir les informations sur les piles, donc du coup, vous faites de la théorie des contraintes au niveau de la supply chain. Et après, derrière, quand vous zoomez très fort, vous avez le niveau détail de l'opération de production au niveau du site. Donc nous, c'est ce qu'on est en train de monter en aéro, et en fait, c'est du temps réel, donc c'est génial. Vous cliquez sur votre commande et puis vous êtes en train de dire, voilà, elle doit passer par fournisseur 1, fournisseur 2, fournisseur 3. Elle est au fournisseur 1. Sur le fournisseur 1, elle est à l'étape numéro 4. Voilà ce qu'on fait après. Voilà les niveaux de stock à chaque fois. Vous suivez tout en temps réel. Et vu que c'est des informations qu'on a réussi à agréger automatiquement, ça veut dire qu'on peut faire des alertes, on peut faire des rapports automatiques. Donc vous n'avez pas besoin de passer votre temps sur l'outil. L'outil vous dit quand il y a un problème, quand il va y avoir un problème. C'est incroyable. Et petit bonus, on a enregistré ça par exemple en termes de gestion de risque. Donc là par exemple, ce que vous voyez ici avec le code couleur, c'est le taux d'émission carbone par kilowattheure généré. Donc vous voyez tout de suite si vous êtes dans un pays qui va consommer énormément d'énergie ou pas. Donc si demain vous devez remporter un appel d'offres et que vous êtes en France par exemple, qui a la chance de produire très peu de carbone grâce au nucléaire par kilowattheure généré, vous êtes capable de dire, moi par rapport à quelqu'un qui va être au Royaume-Uni, je vais polluer beaucoup moins. Donc du coup j'ai un avantage pour remporter mon appel d'offres. Pareil pour le sourcing, finalement, tu mets par exemple, je sais pas moi, tu tapes paracétamol, boum, ça allume tous les gens qui ou produisent des médicaments avec du paracétamol dedans, ou si on veut toutes les usines qui fabriquent de l'API paracétamol. Et après, on peut aller s'amuser à regarder lequel est dans le pays qui produit, lequel est dans le meilleur pays, quoi. Exactement. Et vu qu'on a les informations sur les temps de gamme et à l'étape de production, si on va un tout petit peu plus loin, on clique sur analyser et il va venir vous recréer, donc là pour l'instant c'est des données factices, mais il va venir vous recréer la gamme de prod avec, pour chaque étape de production, la consommation en énergie ou en tout cas la production de CO2. Donc si demain vous voyez, entre guillemets, vous avez envie de travailler sur votre bilan carbone, vous voyez tout de suite que là, il faut vous attaquer au traitement thermique. Ouais, là, du coup, en fait, c'est ce qu'on voyait, c'était les différentes couleurs sur la carte. Et les différentes couleurs, c'est, je sais pas, traitement thermique, peinture, je sais pas quoi. Et voilà, mais là, du coup, ça peut être composé numéro 1, composé numéro 2, composé numéro 3, ou même l'étape d'assemblage. Par exemple, tout ce qu'on pourra avoir par exemple, pour un médicament, un médicament injectable, ça serait les seringues, le corps de piston, l'excipient 1, l'API, etc. On met ça sur notre carte. Les tuiles, la notice, ouais. Tout. Savoir d'où ils viennent et quel est leur nice. C'est ça. Et pour reprendre entre guillemets la remarque sur la partie dossier de l'électronique que tu faisais, Arnaud, ça entre guillemets c'est dans un monde idéal où tout le monde a le logiciel et tout le monde partage ses données et choisit de partager ses données. On a vraiment le cas intermédiaire qui va être le cas entre guillemets le plus courant où on va avoir une partie des données et l'autre va devoir être une approximation. L'avantage de cette approche-là, c'est qu'on a une approche par vertical métier. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire des seringues va toujours avoir à peu près la même gamme de production. Donc, si tous les fournisseurs de seringues, par exemple, pour de l'injectable, ne partagent pas les informations, à partir du moment où on arrive à comprendre comment ça marche, donc c'est à faire la segmentation et à faire la gamme de prod, on est capable de dire, je vais prendre
mon calcul théorique et je vais l'appliquer à tous mes fournisseurs. Et le logiciel est capable de gérer différents niveaux de finesse. Donc on va dire ça par exemple, c'est quelque chose qui est approximatif à plus ou moins 20% ou à plus ou moins 10%, etc. Et vous avez un calcul avec une incertitude qui va sortir à la fin. Et au final, tout ça permet de, notamment, utiliser sa maîtrise de son bilan carbone, etc., mais aussi sa maîtrise de la qualité comme un argument concurrentiel, en fait. C'est plus la qualité, c'est une obligation, c'est que tu peux mettre ça en évidence, comme quoi, venez chez nous, c'est un bénéfice. Pareil pour la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, etc. Venez chez nous, c'est un bénéfice. Et c'est plus une contrainte. Et en fait, on va même un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que l'outil, c'est un outil qui permet de faire de la coordination entre client et fournisseur. Donc du coup, ça veut dire que pour chaque client, vous allez être capable de voir en temps réel quel va être son niveau de performance. Vous pouvez l'avoir au niveau du client, au niveau du produit, au niveau du numéro individuel, du numéro de série. Et ça vous permet, vous, d'être un meilleur client vis-à-vis du fournisseur et d'avoir une meilleure relation. Donc non seulement la qualité est un avantage pour, après, gagner des appels d'offres, mais c'est pas que la qualité du produit, c'est la qualité de la relation dans son ensemble. Ouais, bien sûr, clairement. C'est trop bien. C'est trop bien ce que tu as dit, Arnaud, de rendre la qualité comme finalement un levier marketing, quoi. Ouais, la qualité, l'environnement, enfin la gestion environnementale, tout ça, ça devient finalement un levier marketing. Et ça, bah ouais, j'ai plus de contraintes. Non mais c'est vrai, parce que tout le monde fait de la qualité dans l'industrie pharmaceutique, mais toute la surqualité qui génère de la sous-qualité, qui vient bloquer ta performance supply, parce qu'au final c'est ça qui se passe, c'est pas bon en fait pour tes clients. Et en fait, quand tu fais de la bonne qualité au bon niveau, et pareil pour tout ce qui est de la gestion de l'environnement, c'est bon pour ton client, et donc c'est bon aussi pour tes futurs clients. Et donc c'est un outil marketing. et c'est ce que tu dis, c'est ce que tu disais, Arnaud. C'est ce que tu disais, Arnaud, au départ là. Quand merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, tant pis. Et c'est pour enfoncer. Comment? J'allais dire, pour enfoncer le clou, avec Supplygraph, on accompagne pas mal de clients à gagner des appels d'offres, justement, que ce soit privé ou public. Et la partie RSE, la partie environnementale, la partie qualité, c'est quelque chose qui prend une proportion folle. Déjà, rien que la partie RSE, c'est entre 15 et 20% de la note d'un appel d'offres. La partie gestion de la qualité, vous pouvez le faire au moins équivalent si c'est pas plus. Donc, si vous avez ces deux aspects, vous avez 50% de la note. C'est ça que je veux dire, c'est qu'au début tu disais le gros des problèmes sur les temps de cycle, il vient de la partie qui est pas la production, quoi. La production, finalement, on voit qu'il y a une variabilité qui est très faible et des temps qui sont assez maîtrisés, tandis que la partie derrière qualité, c'est celle-là qui impacte plus le temps de cycle final, quoi. C'est ça. Et du coup, maîtriser ta qualité, et c'est pas un gros mot de dire que la maîtrise de la qualité, c'est un argument marketing, hein. Parce qu'à un moment donné, faut pas se leurrer, hein. Tous les CMO, c'est ce qu'ils cherchent, hein. C'est pouvoir gagner des appels d'offres, et de dire que la qualité, c'est un outil marketing, ça place tellement la qualité différemment de comment elle est vue aujourd'hui sur les sites. Mais moi, j'adore. Enfin, c'est pour ça qu'on fait ce métier avec l'Académie de la qualité efficace, quoi. On redonne du sens à tout ça et on fait de la vraie qualité. Voilà, messieurs, il y a 30 personnes là qui nous écoutent en live sur LinkedIn, c'est bien. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez des questions là, à poser là-dessus, ou est-ce que vous êtes fiers du fait que en fait la qualité c'est un levier marketing, ou ça en sera un dans le futur? Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, poser des questions, ou venir en parler à des gens que vous connaissez que ça pourrait intéresser. On aimerait vraiment développer ce truc-là, finir de développer ce truc-là, quoi. Parce que malheureusement, beaucoup de données que vous avez vues, c'est basé sur des données fictives, qui sont basées quand même sur des retraitements de données, etc. Mais du coup, ce serait vraiment trop bien de le faire en vrai, quoi. Carrément.
On est quasi prêt. On a En a vrai, besoin de dans la plus que d'un pharma, slip. sachant que Romuald le fait dans l'aéro, quoi. Enfin, je dis, Ouais. du coup, Non, mais enfin, c'est du coup, ça marche, quoi. Ça marche. Ça marche et on a tous les deux, entre guillemets, enfin, on a tous ensemble dans nos secteurs, que ce soit l'aéro ou la pharma, une grosse culture de la qualité. Ouais. Nous, en aéro, on a l'habitude de dire, quand on se plante, des gens meurent. Donc, la qualité, c'est là. Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve, entre guillemets, avec l'académie de la qualité efficace. Et c'est pour ça, entre guillemets, qu'on a commencé à discuter, qu'on s'est bien entendu et qu'on a continué. Ce serait dommage de pas faire ça en pharma. Ouais. On va le faire. Bon, allez, sur ces belles paroles, bah voilà, ça fait 36 minutes. Je pense qu'on a fait l'intégralité du programme. Donc, merci beaucoup, Romuald, d'avoir pris le temps de venir parler aux personnes qui nous écoutent. Et puis, bah, tout le monde, merci beaucoup d'être là. Allez-y, abonnez-vous sur YouTube, LinkedIn, tout ça, c'est bien. À nous et à Supplygraph aussi. Hein. Supplygraph aussi, ouais. Pour voir tous les cas d'usage et tout, c'est trop bien, c'est trop intéressant. Là, il en fait régulièrement. Romuald Sobalski, Supplygraph sur LinkedIn, l'Académie de la qualité efficace sur sur Facebook. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous. Allez, merci.